des autorités de notre pays pendant que nous traversons des difficultés, c'est parce que ces autorités-là se disent que la personne qui vient à elle ne vient pas à elle personnellement, et surtout que en y allant, on brandit le nom de l'association. C'est au nom et pour le compte de la dite association que ces autorités touchées par la vocation de l'association se disent un tant soit peu, puisque de par leur position, elles ne peuvent descendre pour gérer au quotidien et de bout en bout les difficultés que vivent les citoyens, qui très souvent les portent à la connaissance de ces associations. En leur donnant un peu d'argent, ça leur permettra de les soutenir dans leurs activités. Mais vous avez entendu que près de 20 millions qui ont été affectés à la FIDOC par diverses autorités de la Côte d'Ivoire pour l'inauguration, la cérémonie de l'inauguration de notre siège. Nous n'avons même pas vu une seule pièce. Nous avons entendu parler des 20 millions. Nous avons espéré voir la caisse de la FIDOC rembourser. Nous avons, comme le dit communément les jeunes gens, senti l'odeur des 20 millions, sans pour autant les toucher matériellement. Donc nos caisses sont restées vides. Et il fallait que nous-mêmes, avec des postes de urgence, qui nous, je peux dire, fatiguaient l'oreille. Et la vue, et même surchargeait nos WhatsApp. Parce que finalement, moi, particulièrement, j'ai l'habitude de recevoir assez de coups de fil de personnes en détention, de parents en souffrance, besoin d'avocats, entendu parler de moi. Donc, chaque fois que mon téléphone crépite, j'ai le souci de voler au secours d'une personne en détresse. Et dès que je vois le message, ce sont des dessins de l'image, je veux dire, du support posé sur les véhicules de sapeurs-pompiers ou d'ambulance qui apparaissent dans mon WhatsApp. Au moins 3 ou 4 en rouge, à côté urgence. Quand je suis saute pour savoir mais quelle est l'urgence, on me demande de venir régler le loyer, la facture, parce qu'on attend ma cotisation. Et un jour, ce qui m'a le plus choqué, c'est que la réclamation de ma cotisation est venue depuis une trésorière basée en France, qui m'encaisse. C'est-à-dire, celles qui sont en Côte d'Ivoire, comme elles n'ont pas pu me convaincre, elle, derrière son téléphone, elle m'encaisse de verser. On attend votre cotisation nette. J'ai dit, j'arrive. Ma cotisation me dévance, mais au moment opportun, vous m'en rendez compte. Et je crois que c'est le moment que ça donne à ma démission. Donc voilà un peu ce que j'ai pu ajouter relativement à utiliser la FIDOC à des fins
personnel autre que les activités de défense des droits. Je pense que Maître a cité le montant de 20 millions, mais vous conviendrez avec nous que c'est un minimum, hein. C'est ce qu'on a, entendu. Donc, nous supputons qu'il en a eu plus que 20 millions. Donc, les 20 millions, nous n'avons pas vu la couleur. Si ce n'est entendu qu'il a reçu 20 millions, et comme nous n'avions pas de compte en banque, donc vous pensez que cet argent, qui est quand même assez conséquent, vous pensez bien que n'étant pas dans nos comptes, c'est parti dans les comptes de celui qui a reçu les chèques. Ou l'espèce. J'ai une curiosité en fait, c'est de savoir si dans ces relations avec le président, avec ces sommes, est-ce qu'il y avait un process pour réclamer, comment on appelle, les justificatifs, et comment il réagissait en fait? Justement, on a évoqué et on avait demandé un point financier. Puisque je rappelle que depuis que la FIDOP existe, en tout cas depuis que moi j'ai intégré la FIDOP, depuis 2020, il n'y a eu aucun bilan financier. Donc je suppose que ceux qui étaient là avant, peut-être qu'il y a eu des bilans financiers, mais depuis 2020 jusqu'à 2023, aucun bilan financier. Donc là, on était dans le flou artistique. Donc il y a un moment donné, quelqu'un avait posé la question pourquoi ça dure autant de temps. Le temps de laisser aussi à l'homme de changer, de dire bon, on se bat pour les droits de l'homme, peut-être que lui aussi c'est un humain, on va attendre, on va apporter du changement et au fur et à mesure on a vu que le changement n'arrive pas. Pire, nous sommes agressés nous-mêmes, donc nos droits sont violés. Quand on demande des comptes, nous-mêmes nous sommes agressés verbalement, je dirais grossièrement engueulés, proprement, alors que nous avons, comme Maître l'a soulevé, nous avons plus de 20 ans. Donc avons-nous besoin d'être engueulés lorsque nous demandons un bilan financier? N'est-ce pas normal de demander des bilans financiers chaque année? C'est un peu, je crois, une réponse à la troisième question de Isabelle Dieng, n'est-ce pas, à propos des 20 millions. Qu'en était-il? Je voudrais juste rajouter. Mais moi, déjà, mes réponses se posent en interrogation. Je suis un peu comme vous parce que, voilà, nous avons reçu 20 millions le mois de l'inauguration du siège. Et, curieusement, à la fin du mois, on demande de cotiser pour payer le loyer du siège. Nous venons de faire une fête, inaugurer le siège de la FIDOP. Et j'y étais. Alors, comme ils disent peut-être, les 20 millions, on les a utilisés pour la cérémonie d'inauguration du siège. Et je peux dire, mais comment? Avec ce que j'ai vu, 20 millions, je peux être Dieu et puis croire. Mais je suis persuadé qu'on n'a pas utilisé tous les 20 millions. Alors, la différence est passée où? Point d'interrogation. En tout cas, on n'en a pas vu la couleur, même pas à l'arrivée, encore moins au départ à la sortie. Pardon? Mais justement, si vous avez payé des factures de 150 000, l'inauguration a pu se faire à 20 millions. Pourquoi pas? Mais ma question est toujours nous poser. Comment on a pu faire une inauguration pour 20 millions? Mais en tant que bon gestionnaire, défenseur des droits de l'homme, pour une inauguration, sachant qu'une ONG ne vit que par les cotisations, par les dons. Bon, si vous avez la chance, par la grâce de Dieu, de recevoir 20 millions, vous anticipez sur les mois de loyer. Donc, cela c'est une charge. Et comme l'a dit Maître, quand ces personnalités de la République vous donnent cet argent, sous prétexte peut-être pour vous aider à inaugurer votre siège, c'était une bonne chose d'avoir un siège, parce qu'il faut avoir un domicile fixe, pour ne pas être SDF, on sache où vous trouvez. Mais ayez, je l'ai presque dit sans insulter personne, la sagesse d'un bon père de famille pour dire 20 millions, mais je peux financer des activités de défense des droits de l'homme. Je peux venir en aide à des personnes, même si je ne le fais pas, mais au moins je peux sécuriser mon loyer, mon siège, sur une année.
avec aux 400 000 francs, on a une année de loyer payé déjà. Et puis si on fait des cotisations, ça fait autre chose. Mais je vous dis, à ma grande surprise, et ça va révolter. À la fin du mois de la cérémonie d'inauguration, on me demande de l'argent pour payer le loyer. Où sont passés les 20 millions? Pas de compte, et on l'a dit dans notre récit, pas de facture, rien. On s'est mélangé, on s'est énervé, on a été insulté. Après, bon, évidemment, nous sommes partis. Deuxième question de M. Djen. Pourquoi était-il nécessaire de changer les textes? C'est cela, hein? Exactement. Pourquoi il a jugé nécessaire? Pourquoi il a jugé nécessaire? Bon, je pourrais répondre à mon niveau parce que moi, je suis rentré en Côte d'Ivoire en 2010. Alors, vous êtes certainement qui entendent dans ces réponses aux questions que oui, parmi les démissionnaires, j'ai des amis, j'ai des membres de ma famille. Alors, je vous dis, je suis le membre de la famille dont il parle. Parce que je suis son cousin, nos deux mamans sont des sœurs. Oui, je suis le soi-disant cousin. Je sais que oui. Donc, je suis son frère, son cousin. Maintenant, le soi-disant, avant, c'était pas le soi-disant. Donc, je suis son frère. Mais depuis 2010 que je suis rentré en Côte d'Ivoire, je travaillais avec lui depuis la FIDOP pour ceux qui racontent à vous-même. Ceux qui sont venus, ils m'ont certainement croisé là-bas pendant nos sorties. Et à cette époque-là, comme vous savez, toute organisation de la société civile, tout tourne un peu autour du leader. Il était le président et sur l'organigramme, il n'y avait pas un autre membre. J'officiais en tant que numéro 2. Le numéro 2, pour moi, c'est un portefeuille vide. Ça veut rien dire. Alors, quand Boga part en exil, j'allais dire à la faveur de la crise post-électorale, une autre FIDOP se dessine avec déjà des représentations à l'extérieur, à la diaspora. Mais quand il rentre, c'est tout un bureau qui est là. Vous avez entendu des vice-présidents. Et moi qui étais numéro 2, simple numéro 2, un portefeuille vide, je suis numéro 2, je suis vice-président en charge des relations publiques et de la diplomatie. Donc je veux dire, à ce niveau-là, j'ai des responsabilités, j'ai des charges. Et je suis plein simple numéro 2. Alors cela, à mon sens, nécessitait donc que l'on change les textes qui ne répondaient plus aux réalités de la FIDOP d'après l'exil, le retour d'exil de Dr Boga. Merci. Donc vous comprenez, pour moi c'était la première nécessité. Pour prendre en compte tout ce qui est démembrement, représentation de la FIDOP à l'extérieur. Mais je pense aussi, et tout le monde l'a compris, que pour lui, la nécessité s'imposait de parce qu'il fallait changer la dénomination de la FIDOP. Peut-être parce que certainement la FIDOP d'avant ne pouvait plus être reconnue en tant que telle. Maintenant qu'il voudrait se faire une nouvelle identité. Donc ça, c'est le tour de passe juridique. Mais pour moi, du fait de la nouvelle nomenclature, par la nouvelle personne, par le directif et l'organigramme, il était nécessaire d'adapter la FIDOP, même si on restait en tant que fondation ivoirienne des droits de la vie politique, l'adapter à sa nouvelle configuration. Voilà un peu les éléments de réponse que je pourrais, moi, dans un premier temps, trouver qui justifiaient la nécessité de changer les textes pour qu'on ne soit pas fait fonctionner en dehors de la légalité statutaire. Pour compléter la réponse de Saturnin Baudet, il était question, là où nous avons débouché au changement des textes, statut et règlement intérieur, cette situation a été un peu demandée par l'administration. Quand nous avons dit tantôt, nous avons constaté que la FIDOP n'avait pas de compte bancaire. Nous avons connu le secrétaire général pour approcher l'administration afin de savoir
l'état de la demande d'agrément. Puisque on nous a juste dit que la FIDOC n'avait en sa possession que le récépissé de dépôt de documents. Mais même le récépissé était apparemment égaré. Donc finalement, on n'avait aucun document. Ce qui a suscité l'approche de l'administration pour nous situer, puisque le récépissé en lui-même ne vaut pas agrément, et que durant tout ce temps, depuis 2009 jusqu'en 2022, où la situation était sur la table, nous avons cru qu'en ce temps-là, beaucoup d'eau ayant coulé, beaucoup d'années étant passées, certainement que l'agrément de la FIDOC était prête et qu'il nous restait à nous d'aller le chercher auprès de l'administration. Fut a été notre surprise quand le secrétaire général devrait nous rapporter l'information de ce que l'administration lui aurait dit, puisque moi j'y étais pas, que tous les documents, toutes les pièces déposées par la FIDOC ont été égarées du fait de la crise de 2010. Et que l'administration lui aurait dit de reconstituer ces pièces-là pour revenir les redéposer. Donc, il y avait donc nécessité de revoir ces statuts-là, parce que comme l'a si bien expliqué Godé Saturnin, les membres fondateurs de la FIDOC qui ont participé au dépôt des pièces en 2009 n'étaient plus les mêmes en 2022. Donc il fallait donc revoir les textes pour les adapter en y inscrivant les nouveaux membres que nous sommes. C'était tout. Et pour ça, parmi les exigences de pièces à déposer, sinon les conditions de pièces à déposer pour l'obtention de l'agrément, il figurait la tenue d'une assemblée générale. Voici ce qui a fait tout changer. Quand cette information nous est parvenue, naturellement, nous n'avons même pas eu l'information parce que le président fondateur avait demandé au secrétaire général de la terre et de ne pas l'apporter à notre connaissance, de sorte que notre réunion que nous avons convoquée concernait le bilan financier. Fut a été notre surprise quand le jour de la réunion du bilan financier, le premier point de l'ordre du jour était l'Assemblée générale extraordinaire. Nous avons donc été surpris de voir ce point à l'ordre du jour parce que nous tous avions convenu que le bilan financier devait être le seul point d'ordre du jour de la dite réunion. Et l'Assemblée générale figurait, de sorte que nous ne comprenions pas comment se fait-il qu'une Assemblée générale surgisse au cours d'une réunion de bilan financier. Et en plus, dans quelles conditions? Parce qu'en ce temps-là, les tests en vigueur de la FIDOC exigeaient qu'il ne le mentionne même pas clairement, mais au moins toute décision dans ce sens, toute décision
de grande importance sont prises par le bureau exécutif. Mais cette Assemblée générale, ce point à l'ordre du jour, a été inscrit unilatéralement par le président fondateur. Donc déjà, nous avons réagi pour dire que ça ne pouvait être normal. Cette réunion consacrée au point financier ne pouvait pas se substituer à une réunion d'assemblée générale parce que ça ne pouvait pas en être une. Il y a au moins un minimum de conditions à réunir pour faire une assemblée générale. Nous n'avons reçu aucune convocation dans ce sens, au moins 15 jours d'avance. Nous n'avons reçu aucune convocation. Et en plus, cette assemblée, la dite assemblée générale, n'émanait pas du bureau exécutif. Ayant dénoncé cet état de fait, une pirouette nous est faite en nous informant que l'Assemblée générale ordinaire devient séance tenante une Assemblée générale constitutive. Là encore, nous avons dit non. Et là, le débat était centré entre moi, particulièrement, et le président fondateur, parce qu'en ma qualité d'avocat de la FIDO, je ne pouvais pas laisser passer une telle incongruité. Je le dis. Je lui ai donc fait savoir que nous y allons de mal en pire. Parce qu'une assemblée générale constitutive est encore plus exigeante qu'une assemblée générale, soit fut-elle extraordinaire. Parce qu'elle serait constitutive des tests. Mais les tests n'ont même pas été soumis aux membres. Comment vont-ils plancher sur les tests qu'on leur demande de valider à cette assemblée générale? C'était là mon intervention qui a valu mon baptême de juriste, sinon avocat, juridico-juridique. Vous avez certainement entendu lors de la conférence du 11, quand j'ai posé le problème de ce que nous devons refaire nos tests, nous nous sommes plongés dans des débats juridico-juridiques. C'était de ça qu'il s'agit. C'était là le débat juridico-juridique qui, pour le président fondateur, n'avait aucun sens. Il nous fallait obéir à sa volonté sans rien dire. Et là, je m'en suis vraiment révoltée et je lui ai dit non. Tu peux la faire à des ignorants du droit, mais pas à moi. Je le refuse. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Alors, pour finir avec nous, on n'a pas fini. M. Abel Dieng n'a pas fini avec nous. Il y avait la question de aurait un enfant. C'est ça, dit M. Abel n'a pas encore fini avec nous. J'avais presque qu'ils n'ont pas fini ensemble, M. Abel Dieng. Donc, sa dernière question, M. Boga aurait ou a eu un enfant avec une secrétaire. En quoi est-ce que cela pose problème au vu des textes, ou du moins est-ce que cela pose problème au vu des textes de la FIDOC? Je traduis bien, M. Abel. Oui. C'est ça. Oui, d'accord. Dans cette
préoccupation de M. Abel, je suis vraiment très à l'aise. On dit, avoir un enfant, dans le fond, c'est bien. C'est même très bien. Parce que les enfants, on en cherche pour certains. Et les enfants, moi particulièrement, je les adore. À pas Dieu. Parce que ce sont des personnes innocentes qui disent les choses telles qu'elles sont. Donc, dans le fond, avoir un enfant ne fait aucune entorse au test de la FIDO. Mais là où il y a problème, c'est avoir l'enfant avec qui? Parce qu'il faut noter, M. Abel, que le docteur Boga Sako Gervais, de qui il s'agit, est un homme marié. Oui, Jean-Louis, est un homme marié. Vous haussez l'épaule pour me dire que mais où est le mal? Oui, il n'y a pas de mal. Parce que c'est courant. Voilà. Non, je vous comprends. C'est courant de voir ce genre de choses. Mais, là même, nous mettons au conditionnel nos dires. Parce que nous n'affirmons pas. Nous avons eu des informations qui étaient à vérifier. Donc là, du point de vue avoir un enfant, c'est sa vie privée, il est libre de coucher avec qui il veut, de cheminer avec la fille qu'il veut. C'est pas ça notre préoccupation. La préoccupation était de nous éclairer, surtout pour la ligne et la vie. Parce que ça se passait au sein de la FIDO. Et on n'a pas pu avoir une réponse claire. Nous aurions été heureux de savoir que oui, j'ai eu un penchant pour une fille. Et bien où est le problème? Nous aurions rapidement dit, mais il n'y a aucun souci, ça nous fait un membre de plus. Des cotisations. Des cotisations, des montants de cotisations en moins. Mais ce qui a été gênant, c'est que la question a été esquivée. Ce qui fait qu'il y avait une zone d'ombre sur la situation. La situation telle que présentée, prise dans son sens profond et même juridiquement, devient fautive. Parce que nous virons à l'adultère. L'adultère n'est pas adultère quand c'est encore caché. Mais l'adultère devient faute quand c'est dénoncé. Et pour un militant de droits de l'homme qui dénonce l'adultère, qui critique l'adultère, qui pour l'adultère a décidé de sortir d'organisation politique. Nous sommes donc choqués que avant d'aller chercher la paille dans les cieux de ton frère, il aurait fallu nettoyer la poutre qui voile la sienne. Parce que quand on n'est pas à l'aise pour assumer un enfant, ça veut dire qu'on sait qu'on n'a pas bien fait. Donc en cela, ça devient une violation des droits de l'homme, une violation de nos tests, de nos lignes de conduite et de la vie. Parce que c'est un enfant
dont nous, les militants de la FIDO, nous sommes aujourd'hui mal à l'aise de réaction si aujourd'hui quelqu'un venait à nous poser la question. Comment pourrons-nous défendre, surtout moi l'avocat? Quelle défense pourrais-je avoir face à mon client, puisque je n'ai aucune information? Le client ne me donne pas les faits, il ne me les explique pas à fond, il ne me donne pas sa version. Comment je peux le défendre, même si j'aurai la malice et l'intelligence de tordre le cou au droit? Voilà pourquoi, dans notre déclaration, selon nos propos finaux, nous avons interpellé les autorités administratives à plus de vigilance. Parce que pour défendre les droits humains, pour critiquer les autorités qui paraissent violer ces droits, il faut que nous-mêmes, sans être saints, sans être le Christ, nous faisons l'effort d'avoir en nous des vertus, de la bonne conduite, d'en être au moins un modèle. Ça manque. Et le président Mathias Léon en était choqué, blessé, et ne se sentait plus capable de pouvoir assumer la ligne que la vie, parce que, comme on a coutume de le dire, l'huile qui coule sur la tête d'Aaron descend à sa barbe. Si le président fondateur lui-même, qui est le maître, qui est le chef, orchestre ce genre de comportement, que peut-il bien faire devant un simple militant qui ne va faire que copier ce que la tête fait? Donc à la FIDO, nous aurons des enfants entre nous pour peupler la Côte d'Ivoire. Je crois que la population ivoirienne ne veut pas de ce genre de population. En plus, car ça serait ouvrir encore une brèche de problèmes sociaux à régler. Et ça serait une brèche ouverte pour surcharger les rôles, le rôle de la juridiction matrimoniale, les divorces, la revendication de paternité. Je pense que pour un militant de droits de l'homme, ce genre de casserole bruyante, honteuse, on doit pouvoir l'éviter. C'est ce que je puis dire. C'est plus un problème de moralité et de communication. Bien sûr. Pas de tests. Pas de test. Mais ça touche à la moralité, à la probité, à l'honneur et à la dignité du militant de droits de l'homme. Plus que du militant de droits de l'homme, du professeur. Parce que si vous avez entendu Dr Boga s'exprimer, je crois sur l'MTV, il a dit que pour la plupart d'entre nous, il nous forme aux droits de l'homme. Et il est lui-même formateur en tant qu'enseignant d'université. Alors, cette jeune fille apparaît comme étant son élève. Et moi, je suis professeur d'université en sciences politiques, professeur d'université privée. Et la législation voudrait que nous ne puissions pas avoir de tels commerces avec nos étudiants. Alors, si lui, il est enseignant, formateur en droit de l'homme, et cette jeune fille est son étudiante,
Tu vois bien où je vais en venir. Je rejoins donc ce que Maître dit. Sans forcément que ce soit inscrit dans nos textes, encore moins dans la constitution ivoirienne de notre République. Je pense qu'à ce niveau-là, on fait attention. Voilà un peu ce qui a choqué. J'avais dit la conscience et la moralité, surtout que celui qui a relevé ce cas et qui est très, très refroidi, il avait sous sa responsabilité cette personne-là. Et lui, dans ces conditions, entre guillemets, son patron s'étant conduit comme ça, il est mal à l'aise. Je ne sais pas ce que vous avez fait à sa place. Moi, personnellement, j'aurais été très, 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 très gêné. Bonsoir. Le mouton brut là où il est attaché. Pardon? Le mouton brut là où il est attaché. Le mouton brut là où il est attaché. Il y a certaines herbes qui sont venimeuses. Voilà. Donc, Non, c'est un c'est mouton. Ce débat, on peut le poursuivre. Mais moi, je suis attaché à l'université. On m'interdit de brouter là. Et moi, je veux ici relever. Non. Nous en rions. Oui, mais c'est. Vous comprenez, nous en rions, mais il faut qu'on soit sérieux. Oui. Non, c'est pas. On s'amuse quand il faut s'amuser. Oui, Mais moi, quand on me dit le mouton brut, j'ai envie de vous dire, mais d'abord, on n'est pas des moutons. Ouais. Non, moi, je ne suis pas un mouton. Et le mouton, quand on le met pour brouter là, c'est parce qu'on sait qu'elle est bonne, on l'attache là pour qu'il broute. Mais on ne nous a pas mis à l'université pour brouter là. Il y a autre chose que nous sommes amenés à faire. Faisons-le correctement et puis ne dévions pas. Voilà un peu ce que je vous ai dit pour ajouter. Moi, je rajouterais aussi ceci. Moi, ce qui m'a gêné particulièrement dans cette situation, c'est la violence qui a été faite à la jeune femme. On dira peut-être que chacun a consenti. Bon, on peut s'éterniser sur cette question. Mais pour un défenseur des droits de l'homme, qui a cette stature, cette posture où se rend en tant que président de la FIDOP, il en impose de par son statut. Donc celui qui est sous sa coupe, sous sa direction, se voit un peu fragilisé. Donc moi, la question qui m'a interpellée, qui me taraude l'esprit, c'est de savoir, de façon induite, la violence qui a été faite, la violence que la jeune femme a dû subir pour en arriver là, et puis le fait de n'avoir peut-être pas, de n'être pas allé jusqu'au bout à l'issue de cette relation, et j'en tire une violence faite à la femme, puisque le sujet de ma thèse portait sur la violence faite à la femme. Et j'en déduis par là qu'il y a eu une violence, pas forcément physique, mais une violence morale. Donc on ne peut pas prendre ce fait par-dessus la jambe. Je crois que c'est Alain, voilà, Honoré, bon, vous enviez. Moi, bon, il y a des sujets pour moi qui sont un peu sensibles. Parce que quand on a, pour l'enfant demain, pour cet enfant qui est né, que va-t-il devenir sans père, ou s'il est né, bien sûr, mais si c'est le cas, que va-t-il devenir puisque son véritable père, ne le reconnaissant pas, quelle vie mènera-t-il sans son père biologique? Et ça, c'est une violence faite à la femme et faite à l'enfant. Et qui sera perpétrée de génération en génération si cette question n'a pas été vraiment creusée, si l'histoire n'a pas été racontée, le narratif de l'enfant n'a pas été dévoilé à cet enfant lui-même. Donc ça génère beaucoup d'autres frustrations qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Donc si nous sommes défenseurs des droits de l'homme, et nous le sommes, et c'est chevillé au corps, à notre corps, raison pour laquelle nous n'avons pas voulu rester dans une fondation qui viole à ce point nos propres droits en tant que membres. Donc il est important de voir que nous avons toujours ces valeurs chevillées au corps, raison pour laquelle nous sommes venus vous expliquer notre point de vue. Merci. Je poursuis et je pense que nous
finirons avec lui. Monsieur Pérez, vous êtes la première préoccupation de M. Pérez. Combien de temps cela a duré, c'est-à-dire nous baignons dans cette eau-là, pour que ça ne soit que maintenant que nous réalisons? Sur cette question, nous pouvons dire que notre réaction est proportionnelle à la teneur des actes posés. Parce que nous ne pouvons pas réagir du tic au tac dès que nous constatons un fait qui ne réussit pas. Ça serait un peu de caprice. Donc il nous a fallu laisser le temps pour mieux comprendre, mieux appréhender la situation. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que dans votre entendement, vous dites que, à nous entendre, vous pensez que c'est des situations qui ont perturbé. Mais nous vous dirons que là où vous nous entendez, c'était des choses, je peux dire, ouvertes, que nous ne savions pas. Parce qu'il y avait toute une gymnastique de manipulation des sachants, de sorte à nous dissimuler la vérité sur certains faits. Jusqu'à ce que, Dieu voulant, les circonstances aidant, par la grâce de Dieu pour nous, les choses ont été mises à nu quand les cotisations commençaient à nous peser, à nous consumer financièrement. Dieu l'a permis pour que nous soyons interpellés et par là, tout a été découvert. Voilà un peu ce qui nous pousse à réagir présentement, parce que dans le fond, il n'y a pas très longtemps que nous avons eu toutes ces informations. Les dispositions que vous prenez ne relèvent pas du jeûne ni de la prière, ça relève de l'intellect. Comment est-ce que M. Boka a pu berner toute une foule d'intellectuels de cette manière alors que vous n'avez pas gêné ni prié pour que vous arriviez à prendre des décisions là où vous aujourd'hui? Si je peux reformuler, je veux dire, est-ce que vous ne sentez pas que vous avez été un peu naïf sur cette question? Naïf, on peut dire, mais passionné, oui. Et vous devez savoir que quand quelqu'un est passionné, la raison n'entend plus. Donc, passionné de défense des droits de l'homme que nous étions, et passionné de l'admiration de l'image que nous a présentée Dr Boka-Sako Gervais, nous ne pouvons pas nous douter, un tant soit peu, de toute cette suite. Voilà pourquoi nous avons été très choqués de savoir cette chose et puis nous refuser de participer, sinon de cheminer, de nous accommoder avec toutes ces choses au risque de nous laisser corrompre dans nos bonnes mœurs, dans notre éducation. Alors, je voudrais juste ajouter, j'enfonce une porte déjà ouverte. Nous ne sommes pas des enfants, nous, que vous voyez là. Comme lui il le dit, nous sommes des intellectuels et avertis en plus. Alors, vous savez, dans un système, dans un fonctionnement,
j'allais dire, on ne livre pas l'autorité, si je peux appeler comme ça, une supérieure hiérarchique, parce que tu n'as pas de contrat avec lui, hein. Mais ça reste un leader. On ne peut pas le livrer à la vertu populaire. Si nous le faisons aujourd'hui, ce n'est pas que nous voulons livrer Bokar non plus. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis son frère, j'aurais été le dernier à le livrer. Je ne suis pas venu le livrer, mais je ne suis pas un enfant. J'ai ma crédibilité à défendre. Et donc, ces situations se présentant, au moment où nous en avons la révélation, sans devoir prier, je vous l'accorde, mais nous faisons diligence. Nous allons vers la personne pour lui dire, voilà, nous ne sommes pas d'accord. Et moi, personnellement, à plusieurs reprises, en tant que son frère, je l'ai approché en privé pour lui dire, jeune frère, ça n'est pas une voix. Je ne suis pas d'accord avec ça. En général, je ne dis pas que je ne suis pas d'accord, je dis je ne suis pas inspiré. Ça, c'est mon expression. Ça. Pour ne pas choquer quand je dis je ne suis pas d'accord. Mais ne pas être inspiré, ça veut dire que cela mon âme ne pose pas ma conviction personnelle. En mettant tous les éléments dedans, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne marche pas. Et je ne peux pas vous dire exactement, je ne peux pas vous révéler la réponse qui m'a donné, c'est une façon de dire, comme les gens disent de l'autre côté, je n'en ai rien. Gentiment. Quand on me dit une fois, je dis bon, peut-être que la personne ne réalise pas. 2 fois, 3 fois, je dis mais c'est bien, je suis presque mouillé au cou, je préfère m'en aller pour essayer de sauver ma tête. Et puis peut-être par la suite, m'essuyer tout le corps pour être un peu sec. Donc ne pensez pas que cette décision de démission a été l'affaire d'une journée. Ça a été mûrement réfléchi. Et je peux vous assurer, comme une fois nous avons fait des réunions par Zoom, pas pour nous convaincre, mais arriver à dire les choses. Il y a un des vôtres qui nous appelle pour dire, mais quand il a eu la déclaration du gouvernement, vous avez quelque chose de lourd, hein. Il faut réfléchir par 2 fois pour comprendre les raisons de votre démission. Mais à l'intérieur, quand on est intellectuel, qu'on lit, on sent qu'il y a vraiment ça boue en dessous. Et comme on l'a dit, par respect, par notre éducation, de par notre éducation, on ne doit même pas tout dire. Ce n'est pas là le but du jeu. Nous vous parlons de ce qui peut être du domaine de la défense des droits de l'homme. Et les exemples que nous citons, lui en tant que premier défenseur des droits de l'homme, ce n'est pas que notre passion pour les droits de l'homme nous a rendu aveugles. Non, moi je peux être aveugle. Mais je dis à un moment donné, on peut faire des erreurs. Et comme disait mon père, l'erreur est humaine et la bêtise est animale. On fait une erreur, comme dit une fois non, vous continuez 2 fois non, 3 fois, ça devient une bêtise. Et ça veut dire que vous êtes un animal désormais. Et moi je ne peux pas marcher avec un animal. Encore moins pour tout là. J'ai dit encore moins pour goûter là, on va donc voilà un peu. Alors, chef élève, voilà un peu. Ça a été un processus. Aussi bien sûr que la diaspora, que nous sommes en Côte d'Ivoire, et moi personnellement, son frère, je l'ai même une fois approché. Chacun sa logique, chacun sa démarche, chacun se fait son chemin. Et il a suivi. Moi, je me fais le tien désormais. Et je l'assume jusqu'au bout. En tout cas, pour la diaspora, dont je suis membre, pour la France, nous sommes réunis à plusieurs reprises et nous avons relevé quelques faits qui nous dérangeaient. Et moi-même, j'ai relevé de nombreux faits qui nous dérangeaient. Mais à chaque fois, le président de la FIDOC France a dit qu'il y aurait des changements. Et parce qu'il a été nommé en charge de la ligne et de la vie, donc il impulsait un changement. Et comme nous l'avons dit à maintes reprises tous les 3, comme nous avions les droits de l'homme chevillés au corps, la défense des droits de l'homme chevillés au corps, nous nous sommes dit, puisqu'il y a possibilité d'amener le premier d'entre nous de la fondation, donc le président fondateur, de l'amener à bien penser, à adopter une attitude qui sied à sa fonction. Donc nous avons cru à un changement à venir, raison pour laquelle nous avons
patienté et nous avons œuvré en ce sens. Et c'est d'ailleurs pour ça que M. Théodore Boisblé a créé la plateforme des VP pour qu'il y ait qu'on se parle d'abord, relever quelques dysfonctionnements qui étaient déjà, qu'on avait perçus, qu'on avait relevés entre nous, et de mettre en commun, comme un pot commun, et trouver une solution, parce qu'on avait envie que cette FIDOC continue, parce que derrière la FIDOC, ce sont les droits des hommes à préserver, à protéger. Donc on avait ce défi, ce challenge, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire pour qualifier cet amour, cette passion pour les droits de l'homme. Donc, comme nous avions cherché à aller au-delà et à conduire le président à un changement, et nous avons vu que le président ne voulait pas changer. Et effectivement, le changement, on a vu le comportement s'est totalement dévoilé, c'est-à-dire l'homme s'est dévoilé quand il est revenu de l'exil. C'est là que nous avons commencé à voir ces contradictions se profiler ou se jalonner son parcours. Donc, du coup, nous avons commencé à être interpellés par son retournement depuis son retour d'exil, et nous avons, et comme on se parlait de plus en plus entre nous, les vice-présidents avec la plateforme, donc on a pris conscience que là, on se faisait un peu manipuler, gruger, vous comprenez, tous les abusés, et donc on a décidé de mettre fin à cette mésaventure, à cette farce, à cette mascarade. Merci, docteur. Nous avons la dernière question de M. Pérez, que je crois qui a été plus ou moins répondu déjà par M. Roselyne Akassirikwa. Alors, concernant le mot de fin, où on lance un appel à l'endroit de l'autorité du gouvernement de bien ouvrir avec du grand les yeux en ce qui concerne les potentiels demandeurs ou créateurs d'organisations de la société civile en charge des défenses des droits de l'homme et mener des enquêtes, j'allais dire, plus pointilleuses et pertinentes et bien regardant sur leur moralité. Est-ce que cet appel-là n'est pas une façon voilée, une manière voilée pour nous de dire que c'est la fin de la FIDOC? Loin s'en faut. Nous sommes désormais loin de décider de la fin de la FIDOC, qui est une structure de laquelle nous sommes complètement détachés et gouvernée, j'allais dire, tenu par un président autour de qui il y a une bonne administration. C'est vrai qu'au-delà de M. Boga, Dr. Boga, l'administration ivoirienne peut décider pour des raisons, pour des motifs valables, de dissoudre la FIDOC, parce qu'elle ne répondrait plus à ses outils de départ. Cela ne relève pas de notre compétence. Ce que nous disons, et même si la FIDOC était maintenue en l'état, parce que les autorités ont toute la possibilité de la laisser gouverner, nous disons cela, nous lançons cet appel pour l'avenir. Pour l'avenir. Et même pour l'avenir, nous n'avons aucune compétence, aucune autorité pour interdire. Mais c'est aussi notre droit, comme l'a dit M. Akassirikwa, en tant que défenseur des droits de l'homme. Parce que tout part de la législation. Moi qui suis un peu juriste, j'ai fait du droit avant de faire des sciences politiques, je sais que ce que la législation autorise, ce que les règles autorisent, on ne peut pas les attaquer. Ce qu'elles interdisent, on ne peut pas les autoriser. Même si ce n'est pas, j'allais dire, moralement admis, mais à partir du moment où la loi dit c'est autorisé, on ne peut pas vous condamner sur le fait les unions homosexuelles dans des pays où la loi l'autorise. Mais là où la loi ne l'autorise pas, si vous contrôlez en juste noce avec un c'est que vous êtes passible de sanctions pénales. Simplement parce que la loi a dit non. Moi qui suis, alors que la loi dit c'est autorisé, à m'y opposer. Même si je suis un maire, la loi s'impose à moi. Donc voilà un peu à notre niveau, pour vous dire, mais je pense que vous avez plus ou moins la réponse à vos questions, sauf nous titiller autrement. Nous sommes très mal placés pour éventuellement
prévoir une quelconque mort de la FIDOC. Alors, tout à l'heure, vous disiez que votre décision de démission est irrévocable. Est-ce que ça vaut pour tous les autres membres? Et parallèlement, vous allez conduire le processus de réconciliation dans lequel la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous pouvez compter pouvoir pour réconcilier? Je ne suis pas ennemi de Boga, je vous ai dit son frère, ça c'est un lien de sang. Il reste et il demeure. Mon frère Boga aurait été président, ça ne veut pas dire que j'étais dans son gouvernement. Il serait d'un parti, je pourrais d'un autre, nous ne sommes pas ennemis. C'est là toute cette diversité qui est enrichissante pour la démocratie et pour la vie associative même en tant que telle. Donc Boga reste mon frère, comme il a toujours été. Mais je dis, la FIDOC, ça n'est plus moi. Je parle pour moi. Et je n'ai pas la position des autres, mais je parle pour moi. Et je pense que si les autres sont là pour faire cette déclaration, c'était signé et pour vous la produire. Mais ça n'est pas de même bon. Quand on parle de réconciliation, ce n'est pas parce qu'on n'est pas la FIDOC qu'on n'est pas là. Ça, c'est mon point de vue à moi. Voilà, c'est pas une guerre, hein. Avec le frère Boga. Et puis on n'est pas, je veux dire aussi, on n'est pas obligé, c'est-à-dire que nous avons fait une démarche nous-mêmes d'aller vers lui. C'est lui qui ferme à chaque fois les portes. Et donc, comment peut-on se réconcilier avec quelqu'un qui nous ferme la porte au nez? Dites-moi, comment? On ne peut pas se... Nous n'avons pas de... Nous ne voulons discuter avec lui. S'il veut venir aussi à la discussion, notre porte est ouverte, pas forcément pour revenir vers, rentrer de nouveau à la FIDOC, mais même pour avoir des discussions simples, puisque nous avons été ensemble un temps. Donc, notre porte est ouverte pour parler avec lui, mais pas pour retourner à la FIDOC dans les conditions qui ont été citées. Nous avons évoqué ici à plusieurs reprises les dysfonctionnements, les irrégularités flagrantes, les cotisations intempestives, hein, et nous avons apporté la preuve. Donc, nous sommes toujours, tous les membres qui ont démissionné ont toujours recherché la conciliation, la discussion. Mais face à nous, il a opposé un refus. Et nous ne pouvons pas violer sa volonté. C'est pourquoi nous le laissons libre, vaguer d'émission en émission, divaguer. Bon, relativement à cette préoccupation quant à une possibilité de se réconcilier ou pas, je voudrais dire que nous ne sommes pas en guerre, pas du tout. Nous avons juste des incompréhensions sur un fait, la défense des droits de l'homme, qui pour nous est quand même sacré. Parce qu'il s'agit de l'homme, il s'agit de l'être humain. On ne se plaisante pas avec les choses qui touchent à l'être humain. Donc, quand on a un constat de ce que une personne qui nous a donné l'image de se soucier du bien-être, parce que défendre les droits de l'homme, c'est veiller, c'est œuvrer à ce que ces hommes-là aient un minimum de bien-être. Mais quand nous constatons que des faits qui nous ont été rapportés sont concordants, récurrents, de sorte à devenir le caractère habituel de la personne, il nous est difficile de perdurer dans une telle situation au point de nous faire passer des masos, des personnes masos qui aiment à souffrir. Puisque
qu'il est bon, autant que nous œuvrons, autant que nous nous battons pour permettre à d'autres hommes, d'autres êtres humains comme nous de bien vivre. Mais c'est parce que, comme on a coutume à le dire, chacun ne peut donner que ce qu'il a en lui. C'est parce que nous-mêmes, nous aimons le bien vivre. Nous-mêmes, nous aimons le bien-être. Voilà pourquoi nous n'acceptons pas de voir notre semblable être dans un malheur. Donc, sur ce plan-là, si nous ne pouvons pas constater un changement dans ce sens, ça ne vaut plus la peine, juste sur ce point, de cheminer ensemble. Parce que, comme on a coutume de le dire toujours, les mauvaises compagnies auront les bonnes mœurs. Nous ne voulons vraiment pas être corrompus de mauvais traitements des droits de l'homme. Je vous remercie. Merci. Sur ces mots, je voudrais, pour avoir été celui qui a introduit cette séance d'échange, peut-être aussi avec la permission de Maître Saucier et Lacan, donc à la conclusion, parler des formes oblige, oui, ici. Je voudrais, et avec votre autorisation, conclure, même si nous l'avons déjà fait, pour une fois de plus, vous remercier pour le temps, vraiment le temps que vous avez sacrifié et être là. Oh, pas parce que vous avez forcément besoin de nos dires, mais parce que vous allez être pour nous des vecteurs, le canal par lequel nous allons communiquer auprès de la nation, mais aussi auprès de l'international. Donc vous remercier pour ce temps précieux, en espérant nous revoir très bientôt. Que dis-je? À une date très très prochaine, si Dieu le permet. Et vous nous assurez que pour ceux qui n'ont pas pu avoir le support papier de la conférence, du contenu de nos propos, si vos mails sont bien inscrits, je pourrai dès ce soir, une fois arrivé à mon bureau, les transmettre par mail, le support électronique, pour que vous puissiez, nous espérons, en faire bon usage. Que Dieu qui nous a gardés pour être là et qui a permis que tout se passe dans de bonnes conditions, vraiment dans une ambiance, comme on dit, bon chic, bon genre, des trucs conviviales, familiales, permettre que surtout nos propos ne soient pas dénaturés. Parce que entre nous journalistes, nous nous connaissons.